Donc, on est parti. Donc, je me présente, je suis Karine Le Breton, responsable du grade de master de psychologie de l'Université de Caen. Je vais donc vous partager mon écran. Je vais désactiver ma caméra et partager mon écran. J'ai vu que quelques-uns de mes collègues s'étaient joints à nous. Je veux bien éventuellement, les filles, si vous pouvez gérer potentiellement les discussions, je verrai si je peux faire les deux en même temps. Voilà, je m'organise. Donc, le master de psychologie de l'Université de Caen, la première caractéristique de cette formation est qu'il est à finalité indifférenciée. C'est-à-dire qu'il va permettre aux diplômés de prétendre à l'exercice du métier de psychologue et de pouvoir prétendre à l'obtention du titre de psychologue. Mais il permet également aux diplômés qui le souhaitent de poursuivre en études doctorales. Donc, la formation qui est proposée met l'accent sur le fait que tout psychologue a besoin de développer des compétences à la fois pratiques, cliniques, mais aussi en recherche. L'ensemble de l'équipe pédagogique des enseignants-chercheurs, et prac de notre formation sont insérés dans des unités de recherche telles qu'elles sont mentionnées ici, le laboratoire de psychologie de Caen-Normandie, le laboratoire de neuropsychologie d'imagerie de la mémoire humaine, le laboratoire d'éthologie animale et humaine, le centre de recherche de risque de vulnérabilité, donc le laboratoire de physiopathologie d'imagerie des maladies neurologiques ou encore le laboratoire mobilité, vieillissement, pathologie et santé. Donc, les projets et travaux de recherche et projets de thèse dans lesquels peuvent s'intégrer les futurs diplômés eh bien, sont menés en lien avec ces différents laboratoires auxquels appartiennent les enseignants-chercheurs et qui donc soutiennent notre formation. Alors, voilà. Donc, notre master de psychologie comprend 5 parcours. Donc, un parcours intitulé « Clinique du développement de l'enfant, de l'adolescent et de la famille », un parcours intitulé « Neuropsychologie clinique de l'enfant à l'adulte », le parcours « Psychologie de l'éducation », le parcours « Psychologie psychodynamique clinique et pathologique » ou encore le parcours « Psychologie sociale et conduite de changement, diagnostic et intervention ». Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, la capacité d'accueil dans ces 5 parcours varie entre 15 places pour 3 d'entre eux et 20 places pour 2 autres. Je reviendrai un peu plus loin sur les modalités d'accès à notre formation. Plus précisément, le parcours de clinique du développement de l'enfant, de l'adolescent et de la famille vise à former des psychologues compétents dans l'évaluation, la prise en charge et l'accompagnement d'un large éventail de problématiques biologiques, cognitives, affectives ou encore interpersonnelles, et ce, dans une double perspective développementale et écosystémique. Donc, la psychologie développementale met l'accent dans ce parcours sur l'origine et l'évolution des trajectoires individuelles de vie. Il s'agira donc, selon les situations, de prévenir, de soutenir, d'infléchir ou encore de compenser. La perspective écosystémique, intimement liée à la précédente, insiste sur la nécessité de penser les problématiques des personnes de manière écologique, comme le produit de l'interaction de nombreux facteurs de risque et de protection, intervenant aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau biologique et social. Donc, ce parcours met ainsi l'accent sur une approche dite biopsychosociale
particulièrement pertinente dans le cadre de la prise en charge d'individus en développement, donc dans les cadres hospitaliers, dans le domaine de la protection de l'enfance ou encore dans l'accompagnement du handicap. Le parcours de neuropsychologie clinique de l'enfant à l'adulte vise à former des psychologues spécialisés en neuropsychologie et donc plus spécifiquement impliqués dans l'évaluation et la prise en charge de patients cérébrolésés présentant des perturbations cognitives, émotionnelles, comportementales ou encore de personnalité. Ce parcours s'appuie sur les connaissances les plus actuelles des bases neurales des conduites humaines et du fonctionnement cognitif normal et vise à caractériser et à comprendre les transformations de la vie neuropsychique d'un patient victime d'une lésion cérébrale, et ce afin de mettre en place des prises en charge adaptées visant une amélioration globale de la qualité de vie des patients. Cette démarche professionnelle et la spécificité du parcours proposé à Caen est qu'elle repose sur des connaissances des individus en évolution et donc aborde l'enfant, l'adulte et la personne âgée et toutes les problématiques qu'il peut rencontrer consécutivement à une atteinte cérébrale. Les étudiants futurs formés, donc les diplômés, vont donc s'insérer dans des structures qui contribuent à l'aide au diagnostic, à la prise en charge ou encore dans des centres de rééducation spécialisés pour patients cérébrolésés. Le parcours de psychologie de l'éducation répond à la problématique de l'éducation inclusive. Il vise ainsi à former des psychologues engagés dans la prévention, l'évaluation et l'intervention auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui présentent des difficultés d'apprentissage, des troubles cognitifs ou du comportement, une souffrance psychologique ayant des répercussions sur l'éducation, la scolarité, la communication, les habiletés sociales, les conduites à risque ou la santé de façon générale. Les diplômés seront capables d'intervenir dans des lieux et organismes d'éducation ou de formation, tels que les établissements scolaires de l'éducation nationale, ainsi que dans le champ du handicap. La première année de formation est centrée sur l'éducation, l'institution éducative, l'éducation inclusive, prioritaire, spécialisée et adaptée, les apprentissages scolaires, les difficultés scolaires, les troubles spécifiques de l'apprentissage ou encore les troubles anxieux scolaires. La seconde année est, elle, centrée donc, sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Le parcours psychologie, psychodynamique clinique et pathologique, lui, s'intéresse plus spécifiquement aux personnes en situation de souffrance psychique liées à des psychopathologies avérées, à des situations traumatiques, deuil, maladie grave, catastrophe, chômage, etc., ou encore à des crises existentielles. Cette formation met au centre de l'investigation clinique le soin, l'évaluation et l'expertise psychologique de la personne, l'élaboration de stratégies de prise en charge adaptées au contexte de vie de la personne dans sa constante dynamique inter- et intra-subjective, les différents dispositifs de soins individuels, groupaux et institutionnels, ou encore l'expertise méthodologique, notamment en psychologie projective, diagnostic et pronostic. Les diplômés s'intègrent donc dans tous les champs d'exercice de la psychologie, donc centre hospitalier, unité de soins psychiatriques, association, milieu éducatif ou encore centre de détention. Le parcours de psychologie sociale et conduite de changement, diagnostic et intervention vise à former des psychologues spécialisés dans l'accompagnement du changement au niveau individuel, organisationnel ou institutionnel. Il vise à développer la capacité des diplômés à mobiliser les modèles théoriques et les méthodologies issues de la psychologie sociale dans le but d'élaborer et
de maîtriser les démarches d'intervention et de conduite de changement, et ce, dans 3 principaux domaines. Donc, le domaine du travail et des organisations, où sont notamment abordées les problématiques d'insertion professionnelle ou de gestion des risques psychosociaux. Dans le domaine de la santé et la prévention, par exemple l'éducation à la santé ou prévention des comportements à risque, ainsi que, troisièmement, dans le domaine de la citoyenneté et du développement durable, visant là à former les diplômés à la prévention des discriminations, la promotion de l'inclusion sociale ou encore la promotion des comportements éco-citoyens. Les diplômés donc s'intègrent dans différents types d'organisations du secteur privé et public, dans les établissements sanitaires et médicaux ou encore en milieu associatif. Notre formation, quel que soit le parcours, repose sur une architecture commune, donc aux 5 parcours, et qui repose sur une organisation en 2 principaux blocs de compétences. Un bloc visant à permettre aux étudiants d'acquérir la compétence du diagnostic et la capacité à élaborer une intervention psychologique. Et un deuxième bloc qui vise à développer les compétences dans l'élaboration d'un projet et à développer des capacités d'intervention et de prise en charge. Donc, ces 2 blocs de compétences sont proposés à chacun des 4 semestres de la formation. Donc, au semestre 1 de la première année, les étudiants donc, suivent des unités principalement d'enseignement théorique et méthodologique, spécialisés à chaque parcours, et pour certains d'entre eux, comme ici l'UE2 ou encore l'UE7 au second semestre, qui correspondent à des modules d'unités transversales, c'est-à-dire suivis par l'ensemble des 5 parcours. Et notamment, il s'agit dans ce cas de choisir entre 2 modules qui abordent une problématique, par exemple l'addiction, selon différentes approches de la psychologie, la neuropsychologie, la psychopathologie ou encore la psychologie sociale. Le bloc 2 est centré davantage sur l'acquisition de compétences liées à la posture du psychologue, le savoir-être, et donc comprend des unités d'enseignement de pratique professionnelle et ainsi que donc de postures telles que vous pouvez les voir déclinées ici. En première année, les étudiants sont également amenés à réaliser un stage obligatoire minimum de 300 heures et donc un travail de recherche, d'études et de recherche, le TER, qui correspond généralement à peu près 100 heures de travail personnel qui s'ajoutent à ces 380 heures de la formation qui, comme vous le voyez, comprend quasiment autant d'heures de cours magistraux que de travaux dirigés. En deuxième année, on retrouve exactement la même architecture, les 2 blocs de compétences, mais l'accent est davantage mis sur l'apprentissage de compétences pratiques, donc tant dans le bloc 1 et particulièrement de nouveau dans le bloc 2. De nouveau, les étudiants doivent réaliser un stage de 300 heures minimum obligatoire et doivent également produire un travail de recherche ou d'analyse clinique. Et l'accent est davantage mis ici sur la pratique, comme vous le voyez, avec notamment un nombre très important donc, et majoritairement de travaux dirigés et une réduction des heures de cours magistraux. Au cours de ces 2 années, la formation est assurée par des enseignants-chercheurs, des chercheurs appartenant aux différents laboratoires que j'ai mentionnés tout à l'heure, mais également un nombre très important de professionnels, en particulier en 2e année. Certains parcours, tels que le parcours de psychologie d'éducation par exemple, propose des enseignements en 2e année exclusivement assurés par des professionnels. Et donc, notre master est en lien
très fort avec le milieu professionnel qui accueille les étudiants en stage, qui participent à leur formation pendant les semaines d'enseignement et qui participent également aux soutenances de fin d'année. Alors, la spécificité concernant l'organisation annuelle de notre formation est que le calendrier est organisé en alternance entre des semaines de cours et des semaines de stage. Donc, au premier semestre, comme vous pouvez le voir, les semaines de stage et de cours, et donc finalement de cours entre le M1 et M2 alternent. Donc, à la rentrée, les deux promotions sont présentes, puis sont en cours les M1 pendant que les M2 sont en stage, sont en cours les M2 pendant que les M1 sont en stage, etc., avec une alternance une semaine sur deux. Au second semestre, l'organisation de l'alternance est un peu différente, avec des semaines de stage plus nombreuses consécutivement. Donc, par exemple, l'année ici a débuté en janvier par 2 semaines de cours en M1, pendant lesquelles donc, les promos de M2 ont été en stage pendant 2 semaines. Et parfois, la durée du stage peut être donc ici de 3 semaines consécutives pour une promotion. Tout ce qui est en blanc correspond à potentiellement des semaines de stage à proprement parler. Autre élément qui figure sur ce calendrier est proposé lors de la première semaine d'enseignement une journée d'intégration au cours de laquelle les différentes promotions se rencontrent et les différentes années au sein d'un parcours sont également amenées à pouvoir se rencontrer, discuter, échanger sur la formation. Des parrainages sont mis en place parfois entre les M2 et les M1. Vous pouvez aussi identifier ici une réunion à destination des tuteurs qui nous permet d'interagir directement avec les professionnels qui prennent en stage les étudiants inscrits dans notre formation. Vous pouvez également observer que chaque fin de semestre est ponctuée par des examens, ici qui ont eu lieu cette année le 14 et 15 décembre. Et le second semestre, les examens ont lieu en M1 en juin, et en M2 un petit peu plus tard, donc je ne la revois pas là, ici par exemple. Voilà, mi-juin. Donc les étudiants sont vivement incités, et c'est la règle en fait qu'il faut avoir, de validation de l'année en une seule session qui a lieu donc en juin et juillet pour les M2. Et les M2 qui pourraient être en difficulté sur leur terrain de stage, ont la possibilité éventuellement de poursuivre leur stage et uniquement leur stage, et donc de soutenir leur mémoire et leur document de fin d'année, et donc de réaliser la soutenance de fin d'études finale, courant de septembre. Je reviendrai sur l'organisation de ce calendrier si vous le souhaitez. Alors, quelques chiffres informatifs. Ici, donc, des résultats de la promotion de l'année dernière, des promotions de l'année dernière. Donc, sur les 86 étudiants inscrits en M1, 78 ont validé. Notez que 5 ont abandonné le cursus pour différentes raisons personnelles ou parfois le choix d'orientation qui s'est avéré inadéquate. En M2, la majorité des étudiants sont diplômés. Les quelques étudiants, un seul a été finalement ajourné l'année dernière, un abandonné, et beaucoup d'étudiants bénéficient de contrats pédagogiques qui leur permettent de réaliser éventuellement leur année avec des aménagements et notamment éventuellement en 2 ans. Vous avez une petite photo ici de la cérémonie de remise de diplôme qui est également organisée pour les diplômés chaque année. L'effectif, pour vous donner également quelques données encore chiffrées, nous accueillons cette année en M1 88 étudiants, dont 57 ont obtenu leur licence à l'Université de Caen. Donc, 2 tiers de nos promotions sont effectivement constituées d'étudiants caennais. J'y reviendrai un petit peu plus loin.
Non pas que nous les sélectionnons en priorité, mais eh bien, les bons étudiants éventuellement que nous avons précédemment sélectionnés et qui venaient d'autres universités, généralement, eh bien, restent dans leurs universités d'origine. Et en M2, nous accueillons actuellement 85 étudiants, dont 6 sont en formation continue, qui peuvent l'avoir été dès le M1 ou qui intègrent directement le M2 en formation continue. Les conditions d'études que nous proposons à l'Université de Caen sont évaluées par nos étudiants de très bonne manière. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'Université de Caen. Le campus 1 où ont lieu les cours se situe au cœur de la ville, avec un environnement de qualité, beaucoup d'espaces verts. Plus spécifiquement concernant le master, nous disposons de salles de master dédiées. Donc vous en avez une représentation ici avec du matériel d'innovation pédagogique, des espaces de repos. Donc les salles sont occupées par les étudiants de master exclusivement, donc d'une semaine sur l'autre, soit par les M1, soit par les M2. Nous disposons également d'un certain nombre de dispositifs informatiques et notamment des espaces de formation en ligne où les étudiants ont accès à l'ensemble des contenus de cours. L'insertion professionnelle de nos diplômés est, comme vous pouvez le voir, excellente. L'enquête donc à 18 mois, à 30 mois dont nous disposons des résultats aujourd'hui est celle qui a été réalisée chez les diplômés donc, en 2019. À 18 mois et à 30 mois, en moyenne pour l'ensemble des 5 parcours, eh bien, comme vous le voyez, tous étaient en emploi. La durée médiane d'accès à l'emploi est d'environ 4 mois, variant de 3 à 6 mois selon les parcours. Et majoritairement, nos étudiants, ça correspond en fait à la proportion d'étudiants qui avaient validé leur L3 à l'Université de Caen, eh bien, s'intègrent en Normandie, et les autres, eh bien, ça correspond aux étudiants extérieurs qui retournent en fait dans leur région d'origine. Alors, je vous laisse prendre connaissance, il n'est pas question ici de débattre des salaires, etc. Mais vous notez quand même qu'à 30 mois, presque 70% des diplômés ont un emploi stable, c'est-à-dire un CDI, ou sont fonctionnaires ou ils occupent une profession libérale. Et donc, ils occupent pour la majorité d'entre eux un poste de niveau cadre. Ce qui est très intéressant aussi pour nous et que je vous communique également ici, c'est que la satisfaction de ces diplômés est de très bon niveau également, comparativement à l'échelle de tous les masters à l'échelle de tous les masters de l'Université de Caen. Donc, les professionnels donc, estiment que leur niveau de qualification et la formation qu'ils ont reçue eh bien, est à 93 et 92% respectivement, en moyenne pour les 5 parcours, totalement en adéquation avec les postes qu'ils occupent. Ces taux variant de 80 à 100% selon les parcours. Donc, globalement, une satisfaction pleine des emplois qu'ils occupent au regard de la formation dont ils ont bénéficié. Alors, ces bons chiffres sont liés au fait que nous avons des capacités d'accueil limitées dans notre formation qui imposent donc une sélection. Et donc, nous avons été informés la semaine dernière du nouveau calendrier et de la mise en place d'une nouvelle plateforme dont vous avez peut-être déjà tous un peu entendu parler, qui s'appelle donc Mon Master .gouv. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, eh bien, le calendrier concernant les candidatures est le suivant. Dès le 1er février, vous pourrez avoir accès à l'ensemble des formations qui seront disponibles et à laquelle vous pouvez candidater sur cette plateforme. Les candidats devront soumettre leur candidature entre le 22 mars et le 18 avril et recevront une réponse, tous, à toutes les formations auxquelles ils ont postulé en même temps dès le 23 juin. Ce qui signifie que
entre la date des réponses et la fin de la date de soumission des candidatures, eh bien, les équipes pédagogiques du master vont examiner les différentes candidatures reçues. Donc, cette phase d'examen s'effectuera entre le 24 avril et le 16 juin. Et à l'Université de Caen, cette phase se décline en 2 étapes. Premièrement, un examen des dossiers qui vise à déterminer si le candidat a la capacité à poursuivre sa formation dans notre master. Donc, sont principalement pris en compte à cette étape le niveau des prérequis, les prérequis, donc le niveau du candidat au regard de nos prérequis. Donc, sont considérées notamment les notes de la 3e année de licence, principalement le premier semestre, ainsi que les notes obtenues en 2e année et en première année de psychologie et éventuellement d'autres formations. Sont également considérées dans cet examen l'origine des étudiants, les contenus et notamment principalement les contenus d'enseignement qu'ils ont pu suivre, ainsi que toutes les autres expériences qu'ils mentionneront dans leur dossier de candidature et qui sont évidemment en accord et susceptibles de témoigner de compétences ou de prérequis à l'accès à la formation. Donc, généralement, on ne sait pas très bien comment cette année encore ça va se passer avec cette nouvelle plateforme, mais généralement, il y a à partir de cette étape une 60aine de candidats convoqués à l'audition, qui est la 2e étape, et ce par parcours. Donc, lors de cette audition qui a lieu en visioconférence et qui ne concerne que les candidats sélectionnés à l'issue de la phase 1, là, le candidat est amené à présenter, argumenter, justifier son projet professionnel et de formation. Donc, c'est-à-dire dans quel type de poste et quelle mission il envisage ultérieurement, donc en tant que psychologue, quels moyens il se donne pour mener à bien ce projet. Donc, est-ce qu'il a déjà réfléchi à un projet de stage, dans quel type de formation il souhaite éventuellement acquérir des compétences, hein. Donc, évidemment, dans notre formation, mais voilà, il s'agit ici qu'il argumente de la pertinence de ces choix. Et donc, nous, les membres du jury de recrutement examinent l'adéquation entre ce projet professionnel, ce projet de formation, ainsi que la motivation du candidat avec le parcours qu'il a demandé. On s'intéresse notamment, donc, principalement à notre propos, c'est nous assurer que les étudiants vont réussir dans notre formation. Et donc, on prend en compte également la faisabilité de la formation. Donc, les candidats sont invités à mentionner dans cette lettre de motivation, de présentation de leur projet professionnel et de formation, et bien également les contraintes auxquelles ils sont éventuellement confrontés, les conditions auxquelles ils devront faire face, non pas comme un élément de sélection, mais bien pour permettre au jury d'évaluer les dispositifs qui pourront être proposés pour permettre au candidat de mener à bien sa formation. Et notamment, je l'ai déjà mentionné, on peut mettre en place des contrats pédagogiques. Donc, cette audition est d'une durée de 10 minutes, généralement de 2 à 5 minutes de présentation du candidat, et puis des réponses aux questions des membres du jury. À l'issue de cette phase, donc, une liste principale est établie correspondant aux capacités d'accueil de chaque parcours, ainsi qu'une liste complémentaire qui varie selon la qualité des candidatures. Alors, parce qu'il faut bien vous donner quand même quelques chiffres, et même si on sait bien que ça peut vous faire peur, voici les chiffres de l'année dernière. Donc, nous avons reçu pour l'ensemble des 5 parcours 4 482 candidatures qui, vous voyez, se déclinent avec des effectifs un petit peu différents selon les parcours. 1270 dans le parcours clinique du développement de l'enfant, de l'adolescent et de la famille, 931 candidatures dans le parcours de neuropsychologie clinique de l'enfant à l'adulte, 553 dans le parcours d'éducation, 1391 dans le parcours de psychologie, psychodynamique, clinique et pathologique, et 337 dans le parcours de psychologie sociale et conduite de changement. Vous voyez que parmi ces candidatures, une certaine proportion correspondent à des étudiants qui ont validé leur licence à Caen, mais pas que.
Donc, vous avez ici les chiffres plus précis du nombre de personnes qui ont été convoquées à l'audition et qui ont été effectivement présents. Donc, la liste principale correspond aux capacités d'accueil. Quand parfois vous avez un différentiel, c'est parce que on avait un étudiant l'année d'avant qui était en césure et qui réintègre le M1 à la rentrée, donc ce qui limite d'une place ici, par exemple, et ce sera le cas pour l'année prochaine pour le parcours d'éducation. Et donc, la liste principale, eh bien, vous voyez, comprenait pour chacun de ces parcours entre 33% d'étudiants qui ont validé leur licence à Caen versus 70% pour les niveaux les plus hauts. Avec donc une liste des listes complémentaires plus ou moins variables, hein, donc selon là aussi les parcours. Donc, que retenir un petit peu et quels sont les points forts de notre formation? Donc, une caractéristique spécifique, c'est comme je l'ai précédemment dit, hein, pour résumer, un master à finalité indifférenciée qui, pour les étudiants qui envisageraient de poursuivre en doctorat, eh bien, ne nécessite pas de faire un autre master, mais ils peuvent enchaîner directement sur le doctorat, qui permet l'obtention du titre de psychologue, notamment donc avec un stage important de 600 heures, je reviendrai un petit peu plus loin. Une formation qui met l'accent sur les compétences associées à des innovations pédagogiques et donc des approches pédagogiques qui visent l'acquisition de compétences, une formation professionnelle et en recherche de qualité, reposant donc sur 600 heures de stage, 300 heures chaque année, accompagné par un référent universitaire, évidemment le tuteur, hein, bien sûr, qui fait l'objet d'un suivi tout au long de l'année, mais également associé à des mises en situation professionnelle cliniques pendant les heures de cours et également donc des mises en situation d'initiation et de pratique de la recherche avec la réalisation d'un travail d'étude de recherche encadré. Une équipe qui est qualifiée par les étudiants comme compétente et à l'écoute, hein, composée d'enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses, de chercheurs et chercheuses, de professionnels divers, donc évidemment des psychologues, hein, mais aussi des orthophonistes, des médecins, des éducateurs, des enseignants spécialisés par exemple, et également des gestionnaires de scolarité spécifiques et dédiés au master. Comme vous l'avez vu, nous avons un excellent taux d'insertion professionnelle et ce qui est également souvent souligné par les étudiants, des conditions d'études de qualité. J'ai mentionné notamment ici d'autres aspects tels qu'une test tech, donc, auxquels ont accès également les étudiants et des bibliothèques donc, sur le campus 1 également. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette présentation volontairement brève pour laisser un peu de place donc, à l'échange. Donc je vais couper le diaporama et je vais pouvoir prendre connaissance éventuellement des questions et n'hésitez pas donc à lever la main pour prendre la parole et poser vos questions en direct. Alors, beaucoup de questions dans le chat. Je vais essayer. Oui, les étudiants, l'enregistrement sera disponible. Je ne connais pas précisément les modalités, mais c'est bien l'idée. Il est actuellement enregistré. Au cas où, merci Anis d'avoir répondu. Alors, pour accéder au projet de trouver les thèmes de thèse disponibles, eh bien, il suffit d'une certaine manière hein, de vous connecter sur les différents laboratoires que j'ai mentionnés et vous pourrez voir ainsi les problématiques de recherche développées dans ces laboratoires et plus spécifiquement, éventuellement, si ça vous intéresse, des enseignants-chercheurs de la discipline. Voilà, merci Sandrine, tu avais répondu, je n'arrive pas à suivre. Alors, juste une petite précision que je n'ai pas mentionnée, notre formation est à finalité dite indifférenciée, mais il n'y a pas de stage de laboratoire. Le stage est essentiellement un stage clinique. Donc, les étudiants qui envisagent des études doctorales, eh bien, souhaitent intégrer notre formation
parce qu'il y a une plus-value, voire une nécessité pour eux à disposer d'une expertise et d'une pratique clinique pour mener à bien leur projet de thèse. Donc, si le projet de thèse n'implique pas, par exemple, de voir des patients, ou des bilans ou des prises en charge spécifiques, ce n'est pas forcément dans ce type de master qu'il convient de postuler. Alors, donc, il n'y a pas de collègues du parcours de psychologie, psychodynamique clinique et pathologique présent aujourd'hui, mais vous pourrez peut-être répondre à vos questions. Et dans tous les cas, vous pouvez contacter les responsables de chacune des formations. J'avais mentionné leur nom, ils ont pu voir leur visage sur les diaporamas. La règle à l'université de Caen, c'est donc prénom.nom@unicamp.fr. Vous pouvez également les contacter. Mais vous pouvez lever la main pour poser vos questions si vous le souhaitez. Excusez-moi, je lis, je ne sais pas, est-ce que peut-être pourriez-vous directement poser vos questions à l'oral? Alors, je vois que mes collègues ont répondu en fait. Dites-moi les filles s'il y a des questions qui restent en suspens auxquelles si je continue. Oui, Karine, peut-être les dernières questions, en fait, peut-être qu'on peut te laisser y répondre. À partir de la question de la personne qui s'appelle H, doit-on nécessairement avoir trouvé un stage D'accord, très bien. Ok, donc non, il n'est pas nécessaire de mentionner donc, dans son courrier, donc dans la lettre de motivation projet professionnel, le fait que vous avez déjà trouvé un stage. Ce n'est pas un critère de sélection, comme ce n'est pas un critère de sélection d'avoir réalisé un stage en L3. D'accord. Par contre, effectivement, les étudiants qui ont déjà fait un stage en L3, éventuellement, sont plus en capacité de mieux savoir ce qu'ils veulent et donc ça améliore leur lettre de candidature. L'élaboration du projet de formation, par exemple, vous envisagez d'intégrer le parcours de neuropsychologie. Votre souhait, c'est plutôt de vous intéresser et d'accompagner, prendre en charge des enfants. Et donc, eh bien, vous pouvez mentionner le fait que vous avez à ce moment-là sollicité déjà certains professionnels, évidemment dans le domaine de l'enfant, mentionnant les contacts qui sont pris, mais ce n'est pas un critère de sélection, puisque de toute façon, le projet de stage en M1, tout qu'en M2, doit être validé par le référent universitaire qui est attribué en début d'année à chaque étudiant. Donc, ça peut être une promesse, vous pouvez avoir trouvé un stage, mais l'équipe pédagogique pourra très bien vous dire, eh bien non, ça ne correspond pas tout à fait aux objectifs de notre formation. Le mieux, ce serait plutôt de trouver un stage dans tel ou tel domaine, etc. Donc, ce n'est pas un critère de sélection. Alors, les différents documents qu'il faudra communiquer. La plateforme demandera à cette nouvelle plateforme demandera à tous les candidats les mêmes documents dans un premier niveau. Donc, les relevés de notes, carte d'identité et puis évidemment votre état civil, etc. Il faudra préciser tout ça. Plus spécifiquement, nous, à Caen, nous vous demanderons de remplir un questionnaire où vous devrez indiquer les notes que vous avez obtenues, un questionnaire où vous pourrez déposer également votre lettre de motivation et de projet professionnel et de formation spécifique au parcours dans lequel vous postulez. Vous pourrez aussi, on vous demandera aussi d'expliciter un petit peu les éventuelles autres expériences que vous avez acquises par ailleurs, d'expliquer et donc de déposer également des relevés de notes potentiellement dans d'autres parcours. Le CV, excusez-moi, le CV est aussi la pièce principale qui sera déposée. Donc, la plateforme va s'organiser en un dépôt commun, c'est-à-dire que dans toutes les formations auxquelles vous postulerez, à Caen ou ailleurs, eh bien, c'est les mêmes pièces que les membres des jurys auront à disposition.
Et chaque master pourra vous demander des compléments d'information. C'est le cas ici à Caen, on vous demandera de compléter un questionnaire précis, vous demandant par exemple si vous relevez de la formation continue, si vous envisagez de déposer une césure, et puis donc de déposer votre lettre de motivation spécifique, d'expliciter un petit peu les stages éventuellement que vous avez réalisés, les expériences par ailleurs que vous avez pu acquérir. J'ai répondu que oui, bien sûr, il faudra déposer un projet professionnel. Donc, si vous étiez en césure réelle, je réponds à des questions. Effectivement, certains candidats ont obtenu leur licence l'année dernière, voire des années précédentes. Si vous étiez vraiment dans ce qu'on appelle une césure, hein, c'est-à-dire que vous êtes inscrit, en fait, quand on est ce qu'on appelle césure à l'université, c'est quand vous êtes inscrit à l'université, mais que donc vous êtes considéré comme un étudiant, hein, mais vous ne suivez pas la formation, celle-ci est décalée éventuellement, et donc vous envisagez de postuler ou de poursuivre votre formation ultérieurement. Donc, vous êtes dans ce moment-là considéré en formation initiale, puisque vous êtes encore étudiant, même si vous faites un service civique pendant l'année où vous candidatez. Vous pourrez être Voilà, donc j'ai répondu, je crois. Alors, je peux pas, je ne sais pas quelles informations vous avez. Nous n'avons pas encore paramétré la plateforme. Donc, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que vous devrez déposer dans la plateforme, encore une fois, le CV, la lettre de motivation, le CV, les relevés de notes, votre carte d'identité. Nous, à Caen, on ne demandera pas davantage de choses parce qu'en fait, ça s'est déposé au niveau de la mention, et que nous souhaitons, évidemment, les candidats sont censés rédiger une lettre qui cible le parcours auquel ils souhaitent candidater. Donc, comme je l'ai dit, voilà, il y aura un questionnaire. Karine, il y a beaucoup de questions qui Oui. concernent la formation continue, à la fois comment candidater, comment entrer en formation continue en M1 ou en M2, Alors, et est-ce que lorsque on a obtenu sa licence l'an passé et que cette année, par exemple, on réalise un service civique, est-ce que l'on candidate au titre de la formation initiale ou continue? Alors, comme je l'ai dit, le service civique, si c'est vraiment une année de césure, c'est au titre de la formation initiale. Le statut précisément, c'est-à-dire que si vous êtes étudiant cette année, vous candidatez forcément en formation initiale. Si vous n'étiez pas inscrit à l'université en 2022-2023, vous êtes susceptible de pouvoir vous inscrire avec le statut de formation continue. Mais tout dépendra si vous avez la possibilité d'obtenir un financement par un organisme, la région ou bien votre employeur si vous êtes salarié. À ce moment-là, donc, vous devrez préciser justement dans le questionnaire que nous vous demandera de renseigner si c'est le cas, et vous devrez prendre contact avec le service continu de l'Université de Caen pour évaluer effectivement si vous relevez ou pas de la formation continue. Et globalement, vous relevez potentiellement de la formation. Vous êtes tout candidat qui a un financement relève de la formation continue. Et dans ce cas, il est impératif que cette demande de financement soit actée, finalisée avant l'inscription obligatoire qui se fera au fil de l'eau une fois les candidats acceptés, que les candidats acceptés ont confirmé leur souhait d'intégrer la formation. C'est-à-dire que pour vous inscrire administrativement, il faudra justifier d'un financement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Donc, en tout cas, quand vous candidaterez, un message apparaîtra et il est important que
tous les candidats, même si vous avez un doute ou si vous êtes susceptible d'avoir un financement, il est important de contacter le service de formation continue de notre UFR de psychologie. Donc, vous trouvez toutes les coordonnées sur le site de l'UFR de psychologie. Peut-être que tu peux indiquer, Karine, que les tarifs d'inscription en formation continue n'ont rien à voir avec ceux de la formation initiale et c'est bien pour ça que l'on demande d'attester d'un financement. Voilà, oui, j'ai pas précisé cela. J'avais une diapo que j'ai pas souhaité finalement présenter là, mais pardon. Donc les tarifs précis, hein, en M1 c'est 4 940 € et en M2 5 070. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont concernées ici véritablement par une entrée directe en M2 en formation continue. Là aussi, je vous invite soit à me recontacter, soit à contacter directement le service de formation continue. Le calendrier de candidature pour une entrée en M2 est décalé et avant en fait, la procédure de sélection à l'entrée du M1. Donc, pour les M2 uniquement, c'est un peu avant. Donc, sur le site de l'UFR de psychologie, vous pourrez trouver les dates précises. Donc, les notes du semestre 2 de L3, non, et bien évidemment, ne pourront pas être prises en compte puisque vous devez candidater avant le 18 avril et donc vous n'aurez pas votre ES2. Mais bien sûr, il faudra, pour pouvoir vous inscrire, et bien, justifier l'obtention de votre licence. Tu as une main levée de Voilà, alors, Gisèle ou Madame Brochot. allez, je vous écoute. Nous vous écoutons. Bonsoir, merci de me donner la parole. Je vous en prie. Je voulais poser une question en effet, puisque moi je suis concernée par la formation continue, puisque j'ai obtenu mon Master 1 en 2009. Donc ça date maintenant un petit peu avant la réforme qui donnait l'obtention en M1, puis le passage en M2 directement. Je voyais sur votre diapositive justement qu'il y avait peu de formation continue. Je vois que Madame Bittel a répondu que forcément de droit, les gens acceptés en M1 passent en M2. Est-ce que véritablement nous avons une chance de candidater en M2 puisque l'obtention de droit se fait pour les gens qui qui sont en M1? Alors, nous n'avons pas un effectif défini c'est principalement lié à nos capacités d'encadrement, en fait, quoi. Et donc, si vous avez obtenu votre M1 il y a, donc vous m'avez dit en 2009, je crois. 2009, oui. Oui, tentez votre chance. Vous voyez, il y a aucune difficulté par rapport à ça, hein. On n'a pas un nombre limité. Alors, encore une fois, si tous les étudiants, et on leur souhaite, ils valident leur M1, ils entrent en M2. Donc, effectivement, nous, derrière, on va s'interroger ou pas sur notre capacité à accueillir des candidats en formation continue en M2. Mais en fait, si tel est le cas, vous ne pourrez même pas postuler. En fait, notre formation ne sera pas ouverte. Mais là, donc, en l'occurrence, toutes les formations sont ouvertes en M2 à la formation continue. Donc, déposez votre dossier, il sera analysé. Vous pourrez échanger avec les responsables des parcours concernés. Voilà. Et, voilà. D'accord. Voilà, il y a pas, je peux pas vous dire on vous prendra pas. Il y a des critères. En tout cas, Non, bien sûr. non, mais il n'y a pas de critères d'effectif, quoi, en fait. Ça dépend vraiment des candidatures. Et l'accès direct en M2 après avoir été déconnecté un petit peu de l'université et des formations, eh bien, les problématiques majeures, c'est voilà, de s'y remettre et de s'assurer que les prérequis sont bien là pour suivre dans les meilleures conditions la formation. Notre propos, que ce soit à l'entrée du M1 ou à l'entrée de M2, c'est nous assurer que eh bien, la personne qui est admise eh bien, va réussir sa formation en fait, et qui voilà, donc après on peut mettre en place des dispositifs particuliers également, quoi, sous forme de contrat pédagogique par exemple. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Madame Ménager, peut-être vous pouvez Oui, merci beaucoup. Du coup, moi, je suis étudiante à Caen et j'avais une question. En fait, j'hésite entre deux projets professionnels et je me demandais si ça pouvait porter préjudice pour la sélection des masters, par exemple, si on postule à un master développement et un autre clinique.
Non, ça ne. L'important, c'est la manière dont vous allez défendre votre projet, argumenter votre projet dans votre lettre de motivation, de projet professionnel et de formation. La plateforme n'autorise pas la hiérarchisation des vœux, tant au niveau donc de la mention, puisque comme peut-être vous le savez, mais vous aurez le droit de formuler 15 vœux uniquement à l'échelle de la mention. Donc, si par exemple vous postulez dans 3 de nos parcours, ça ne comptera que comme un vœu. Et le ministère donc interdit également la hiérarchisation par parcours. D'accord? Donc, votre candidature dans un parcours, elle sera traitée comme dans un autre. Alors, dans le questionnaire, nous sommes en train de finaliser notre questionnaire. Peut-être qu'on vous demandera si vous avez postulé à notre parcours. Postuler à un parcours de psychologie, psychodynamique quand on s'intéresse à l'enfant et à au parcours de psychologie donc clinique du développement de l'enfant, de l'adolescent et de la famille, par exemple, c'est pas du tout incohérent. Je veux dire, voilà, on comprend bien. Donc, l'important, c'est que vous argumentiez correctement de qu'est-ce que vous venez chercher, quel est votre projet professionnel, est-ce qu'il est cohérent avec la formation qu'on va vous proposer et qu'est-ce que vous venez chercher exactement comme compétence au regard de ce projet professionnel. Donc, on va vous demander de vous projeter un petit peu et bien d'argumenter de la pertinence qu'il y aurait à vous prendre pour que vous meniez à bien votre projet. D'accord. Merci vous pouvez beaucoup. compléter, Anne-Lise. Donc, on ne sait pas, mes collègues ne sont pas présentés, mais Anne-Lise Pitel, vous avez dû le voir, est responsable du M2 de neuropsychologie clinique de l'enfant à l'adulte, et Sandrine Rossi du parcours de M2 de psychologie de l'éducation. Et j'ai vu Michel Molina aussi. Ah, pardon, Michel, j'ai pas vu. Super, merci. Non, rien à rajouter. Moi, Karine, je pense que tu as… Les tarifs du master Baltique pour les boursiers en FC. Alors, je ne vois pas comment on peut être boursier et prétendre à un statut FC, en fait. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est on est étudiant en formation initiale et on a des bourses, ou alors on est un FC et on est financé. Pauline, Madame Banet, je ne comprends pas votre question. Si on n'a pas de projet précis, vous voulez juste être psychologue, bien, il faut essayer d'approfondir votre projet, en fait. La lettre de… Nous, on va vous demander qu'une seule lettre, vous avez bien compris. Vous allez devoir un peu rendre compte de votre motivation pour le parcours, qui doit être donc en adéquation avec votre projet professionnel. Et le projet de formation, c'est, par exemple, dans quel type de stage vous vous projetez. Voilà. Cette lettre, elle peut être lue par tous les membres du jury de sélection. D'accord. Et les jurys de recrutement, en fait, ils sont composés de l'ensemble des équipes pédagogiques des enseignants-chercheurs du parcours. Donc, c'est un nombre variable selon les parcours, en l'occurrence. Il y a quelques pros aussi. Et il peut arriver qu'il y ait quelques pros au moment de la phase des auditions, notamment. Donc, vous pouvez, en consultant le site de l'UFR, avoir accès donc à l'annuaire des enseignants-chercheurs. Et sur les sites des laboratoires, si vous les consultez, vous retrouverez également ces enseignants-chercheurs et ainsi vous pourrez voir potentiellement quels sont ceux qui font partie des jurys des 5 parcours. Il y a une question, Karine. Oui. Si nous sommes en disponibilité, sommes-nous considérés en formation initiale ou en formation continue? Normalement, c'est de l'AFC, mais là, il s'agit d'étudier un petit peu les moyens de financement. Voilà, ça se discute. Il faut contacter le service et la commission de formation continue étudiera dans quel cadre éventuellement vous pouvez vous inscrire selon les possibilités de financement. Encore une fois, si vous avez un financement avéré, vous êtes forcément FC. Si vous n'avez pas forcément de financement, l'équipe pourrait décider qu'il est important que vous ayez un accompagnement pour vous assurer une réussite. Et là, vous serez amené à financer de vous-même la formation. Ou bien l'équipe pourrait estimer que le niveau de prérequis n'implique pas
n'implique pas un accompagnement spécifique, et dans ce cas, on peut être inscrit dans ce cas en reprise d'études, donc tarif FI. Mais ce n'est pas un choix de la part du candidat, c'est une décision de la commission de formation continue au regard des éléments qui sont fournis par le candidat. Mais dès lors qu'on est en disponibilité, c'est donc qu'on a un travail, on relève potentiellement de l'AFC. Alors, quelques questions. Donc, le stage. En M1, selon les parcours, il peut être recommandé de faire 2 stages pour avoir une expérience un peu plus large. Par exemple, dans le parcours de psychologie, psychodynamique clinique et pathologique, on peut très bien être en stage dans des structures qui accueillent des adultes, mais aussi dans des structures qui accueillent des enfants. C'est vrai aussi dans d'autres parcours. Et donc, ça peut avoir du sens pour affiner son projet professionnel, eh bien, de faire 2 stages. En deuxième année, en revanche, on recommande et tous discutent en regard du projet professionnel, mais la règle, c'est un seul et unique stage visant donc l'autonomie de la pratique professionnelle en M2. Donc. Et quand plusieurs stages sont possibles en M1, ils sont d'une durée minimum de 100 heures. Donc, ça ne sera pas plus de 2 stages autorisés. Donc, si c'est 100, à côté, ça peut être donc 200, 250, 300, ça dépend. Voilà, on peut imaginer toutes les situations, les combinaisons possibles. C'est jamais un stage de moins de 100 heures. Alors, je peux vous retrouver les dates précises de candidature. Je n'avais pas prévu de répondre en détail. Donc, pour ceux qui envisagent de candidater en formation continue en M2, il conviendra de contacter le service avant le 10 mars. Les dossiers devront être déposés entre le 10 et le 24 mars. Et l'examen des candidatures s'effectuera entre le 27 et le 30 mars pour une première phase. Et des auditions auront lieu entre le 11 et le 14 avril. L'avis définitif sera transmis au candidat le 26 avril. Si ce n'est pas encore en ligne, ça va l'être dans les jours qui viennent. Le calendrier précis de candidature en deuxième année de master. Les lettres de recommandation ne sont pas demandées dans notre formation. On ne vous demande pas du tout de déposer des lettres de recommandation. En revanche, si vous avez une promesse de stage, eh bien, ça peut être pertinent puisque vous l'aurez forcément mentionné. En fait, il s'agit d'attester un petit peu de ce que vous dites dans votre lettre de motivation. Si vous nous dites que vous avez une promesse de stage, eh bien oui, c'est bien à ce moment-là. Par exemple, encore une fois, ce n'est pas un critère, mais voilà, ça, vous avez le droit. En revanche, nous, on ne regarde pas les lettres de recommandation. Alors, concernant la rémunération des stages, parce qu'il y a une question à ce propos. La rémunération des stages est sous la décision seule de la structure d'accueil, qui peut décider, quel que soit le volume horaire du stage, de vous rémunérer, mais la majorité du temps, cette rémunération ne se fait que lorsqu'elle devient obligatoire, c'est-à-dire que lorsque votre volume horaire de stage dépasse 307 heures dans une même institution. Là, il y a une obligation légale de vous rémunérer. Alors, je ne suis pas sûre effectivement d'arriver à vous comprendre, Madame Saison. Donc, je vous invite à prendre la parole, à poser clairement votre question. Bonjour, est-ce que Bonjour. vous m'entendez bien? Oui. Ok, super, merci. Donc, en fait, ma question, c'était concernant
Parce qu'en fait, donc vous nous demandez un parcours professionnel avec nos expériences antérieures et vers quoi on veut se projeter vers l'avenir après notre master, si j'ai bien compris. Et après, le parcours de formation, c'est plus dédié aux cours que nous avons reçus en licence et c'est aussi en rapport avec les cours que nous allons avoir en master et aussi l'idée de stage si nous en avons une. Est-ce que c'est bien ça, la nuance entre le parcours professionnel et le parcours de formation? Alors, pour être précis, c'est pas parcours, mais c'est projet. Ah, ok. Non, il n'y a pas de mal, mais c'est important et on sait que c'est parfois difficile pour vous de comprendre. Donc, votre projet professionnel, c'est par exemple d'être psychologue spécialisé dans l'accompagnement d'enfants qui présentent des troubles des apprentissages. Votre projet de formation, en conséquence, eh bien, va consister à expliquer que vous souhaitez acquérir donc une formation dans ce domaine, donc qui correspond, du coup, c'est là qu'on voit s'il y a une adéquation entre ce que vous voulez faire et le parcours dans lequel vous demandez, que pour ce cadre, et donc vous projetez professionnellement dans un type de structure particulier, et donc vous dites dans votre projet de formation que donc vous avez envisagé au cours de votre année de M1, voire vous pouvez aussi imaginer des stages en M2, de décider de, par exemple, et vous mentionnez que vous avez pris des contacts dans un centre, par exemple, de dépistage des troubles des apprentissages. Voilà, vous explicitez un peu comment vous envisagez donc de mener à bien ce projet professionnel. Le projet professionnel, on entend bien que pour un étudiant qui sort de L3, par exemple, qui n'a pas déjà eu un peu d'expérience, bien globalement, c'est au cours de l'année de M1 qui va l'affiner, on est d'accord. Mais vous pouvez déjà avoir un certain attrait ou un intérêt pour une population, pour une pratique. Par exemple, vous voyez plutôt travailler auprès d'enfants, mais pas vraiment avec des personnes âgées. Vous voyez plutôt travailler dans le diagnostic, mais pas vraiment dans la prise en charge ou inversement. Et donc, dans ce cas, vous proposez un projet de formation où là, vous pouvez éventuellement mentionner que vous avez déjà eu des expériences, que vous avez déjà suivi d'autres types de formations, que votre parcours universitaire qui a, par exemple, des bifurcations vous a conduit à acquérir des compétences dans tel et tel domaine et que du coup, pendant votre année de M1, voire vous pouvez, si vous le souhaitez aussi vous projeter sur votre année de M2, eh bien, vous envisagez plutôt un stage à tel endroit, vous envisagez de plutôt approfondir tel et tel. Enfin, voilà, vous rendez compte de ce qui vous intéresse le plus. Ça suppose que vous ayez une connaissance un peu des différentes missions de psychologue. J'ai mentionné par exemple le diagnostic, la prise en charge, mais on peut en identifier plein d'autres. Et que quand vous postulez un parcours donné, eh bien, vous adaptez votre projet de formation, vous adaptez les missions que vous envisagez quand vous vous projetez en tant que psychologue. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de vérifier que tout ça est en adéquation. Le propos, ce n'est pas d'essayer de coller à ce qu'on attend de vous, c'est plutôt bien de nous dire vraiment ce que vous avez envie de faire. Alors, vous pouvez aussi avoir pour objectif d'y voir plus clair dans votre projet professionnel. Et pour cela, donc, vous pouvez argumenter de la pertinence qu'il y aurait pour vous à faire un stage. Voilà, vous hésitez entre différentes pratiques, vous hésitez entre différentes populations, eh bien, vous pouvez indiquer que dans ce cas, pour essayer d'y voir plus clair, c'est ça votre projet professionnel, vous projetez comme psychologue, vous ne savez pas encore tellement avec quel type de mission en particulier ou auprès de quel type de population. Au cours de votre année de M1, votre projet de formation, c'est d'affiner votre projet professionnel en réalisant un stage, par exemple, dans un CRTLA, mais aussi en EHPAD, en imaginant que vous postulez, je ne sais pas, dans un parcours de psychodynamique. Voyez, et c'est ça qui doit être cohérent. C'est en fonction de ce que vous argumentez, ça doit être cohérent avec le parcours dans lequel vous postulez. Je ne sais pas si… Ok, non, super, c'est bon. J'ai mieux compris ce qu'il fallait faire. Merci beaucoup. Je vous en prie. En fait, je pense que ce qui est le plus difficile, et particulièrement pour les étudiants qui sont en formation initiale, parce que quand on est en reprise d'études, les projets sont beaucoup plus mûris. On sait bien pourquoi on revient et on a des objectifs précis. Lorsqu'on sort de licence, effectivement, on peut encore hésiter, mais
il faut que vous essayiez de comprendre qu'il va falloir quitter la posture très scolaire, vous voyez, de l'étudiant. C'est-à-dire que là, vous entrez dans une formation master, donc vous devez vous présenter comme futur professionnel. Donc, c'est vrai que la personne tout à l'heure qui disait « qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de projet précis ?» Eh bien, quand on n'a pas de projet précis, on ne candidate pas. On se donne du temps, ça peut être 1 an, effectivement, ça peut être arrêter sa formation pour partir faire des stages, pour partir faire un service civique ou toute autre chose, travailler dans des associations bénévolement, partir à l'étranger, mais on se donne le temps de mûrir et de construire un projet professionnel. On ne peut pas s'inscrire dans un master qui vise un titre professionnel quand on n'a aucun projet précis. Ça, pour nous, ça va être compliqué, en fait. Pour compléter, et par rapport à ce que, pour compléter les propos de ma collègue et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est évidemment, si vous postulez à un master qui vise à former des professionnels en psychologie, donc des psychologues, c'est important que vous ayez une représentation quand même de ce métier, que vous sachiez voilà, en quoi ça consiste, quelles sont les missions, dans quelle structure il intervient. Et comme vous le voyez, selon les parcours, on peut retrouver des institutions équivalentes, mais l'approche qui va être proposée dans une même institution par un psychologue, plutôt d'orientation clinique du développement de l'enfant et de l'adolescent, par exemple, versus dynamique psychopathologique, eh bien, c'est important à ce moment-là de comprendre quelles vont être les missions spécifiques à chacun. Donc, pour ça, il faut vous renseigner sur les formations, il faut vous renseigner sur le métier, donc pour que vous proposiez un projet qui soit cohérent avec la formation dans laquelle vous postulez et qui soit en accord avec le métier de psychologue, en fait. Hein. Mais pas que, hein, vous pouvez aussi avoir la volonté d'acquérir une expérience clinique avec un projet doctoral déjà identifié. D'accord. Et là, c'est ça qui pourra être notamment explicité. Mon projet, c'est d'être enseignant-chercheur ou d'être chercheur. Et bien, mais par contre, pour avoir une vision incarnée des problématiques de recherche, je souhaite d'abord acquérir une expérience clinique. Comme je la souhaite plutôt diversifiée pour voir un large éventail, j'envisagerais plutôt 2 stages en première année. Ou au contraire, enfin voilà, en fonction des objectifs qu'on se fixe. Ou alors, si on sait qu'on envisage déjà plutôt d'être dans des travaux de recherche spécifiques à la prise en charge, eh bien, on aura envie davantage d'être en stage dans des structures de prise en charge, donc de rééducation, d'accompagnement, enfin, où c'est ça les missions principales développées par le psychologue. Donc, oui, ça suppose d'avoir une connaissance quand même, hein, évidemment, du métier de psychologue, des missions qui y sont inhérentes, des compétences qu'il faut avoir pour exercer ce métier. Voilà. On ne vous demande pas que ce soit juste, on vous demande que vous y ayez réfléchi, que vous ayez des représentations. On va vous former, le master forme au métier de psychologue. Mais il faut savoir pourquoi on vient, en fait. Et vous avez peut-être vu tout à l'heure dans les effectifs et les réussites que j'ai présentées, on a eu 5 abandons l'année dernière, d'étudiants qui se sont rendus compte que finalement, ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'ils imaginaient du métier. Et ce sont des étudiants qui sont donc trouvés en difficulté, en fait, hein, c'est face à des difficultés en stage, qui se disent, bah non, en fait, c'est pas fait pour moi. Donc, c'est pour ça que ça peut... pour faire écho à ce que disait ma collègue, être intéressant quand vraiment on a un doute sur le métier à proprement parler, eh bien de se donner 1 an pour faire des stages, se confronter à des populations qui sont en souffrance, en difficulté, pour voir un peu comment eh bien, on se sent vis-à-vis de ces populations, si vraiment ça nous intéresse d'apporter de l'aide avec ce type d'approche auprès de ces patients. Il nous est arrivé, ces personnes, il est arrivé de voir des étudiants qui sont dans la volonté, un projet professionnel orienté dans l'accompagnement et qui finalement préfèrent devenir éducateurs parce que ça correspond mieux à ce qu'ils imaginaient de l'accompagnement et pas d'être dans une approche donc de psychologue. Alors, pour revenir à une question concernant y a-t-il une note minimum pour entrer, en fait, on effectue c'est certain, hein, un classement des candidats en fonction, donc au premier tour, des notes obtenues, en prenant en compte également les autres expériences. Hein, on prend en compte différents éléments. Et en fait,
le classement, il se fait très naturellement. Et donc, les 100 ou les 60 ou 100 premiers qui vont être auditionnés, le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, sans qu'il y ait une note, parce qu'elle est définie par la qualité des candidatures, mais globalement quand même, comme ce sont des candidatures nationales, vous imaginez bien qu'on a des étudiants qui ont des mentions très bien tout au long de leur cursus et que ceux-là, inévitablement, s'ils ont décidé de postuler à tel ou tel parcours, eh bien, il est très probable qu'on les entende. D'accord, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on va entendre que des étudiants qui ont des mentions très bien, mais effectivement, dès qu'on a une mention très bien, une mention bien, et on peut parfois, selon les parcours, descendre à une mention assez bien, mais voilà, parce qu'il y a d'autres éléments. Mais soyons très honnêtes avec vous, si on valide son L3 à 10, on n'a aucune chance de rentrer en master, je crois qu'il faut être très clair avec vous. Voilà. Le minimum attendu, c'est, j'avais envie de dire, 14, entre 12 et 14, selon les autres éléments qui pourront… voilà. Mais un étudiant qui vient juste de valider sa L3 dans un parcours classique, L1, L2, L3, il faut un minimum avoir une mention bien pour avoir une chance, voilà, en fonction du nombre de candidatures de rentrée. Je te rejoins là-dessus, Karine, et je pense qu'il nous revient d'être transparent et honnête avec l'ensemble des étudiants. Et ce n'est pas un critère qu'on définit, vous voyez, c'est quand on regarde les 100 premiers, eh bien, globalement, ils ont souvent au moins une mention bien. L'expérience peut compenser toujours un petit peu, oui, mais… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Godard? Oui, bonsoir madame, merci Bonsoir. beaucoup. Ma question porte sur le projet professionnel. Si on a déjà suivi une formation avant la licence de psychologie, est-ce qu'il faut mentionner la réorientation et ce choix de nouvelle formation, ou bien ce sera abordé lors de l'entretien? Alors, vous serez forcément amené à le mentionner dans votre lettre, parce que justement, en fait, ça peut être un bon élément de motivation. Voilà, j'ai fait des choses avant, mais en fait, ce qui m'a intéressé, où j'ai découvert la psychologie au travers d'un cours, d'une conférence, de quelque chose, qui m'a amené à réorienter. Vous voyez, là, ça témoigne d'une motivation, par exemple, pour la psychologie, si vous avez fait autre chose et que vous vous êtes réorienté vers la psychologie ensuite. D'accord. Je ne peux pas répondre ici en vous disant il faut absolument. En fait, il faut que vous mentionner dans votre lettre tous les éléments qui montrent votre motivation, en fait. Et ça peut en être un. Ça va dépendre aussi de la manière dont vous allez l'expliciter, en fait. Très bien, merci beaucoup. Peut-être ajouter, Karine, des fois des informations dont on aimerait disposer et que finalement on trouve rarement, à la fois dans le CV, mais aussi dans la lettre de motivation. Alors ça peut être placé dans l'un ou l'autre. C'est pour les étudiants qui ont réalisé un travail d'études et de recherche en licence, de le mentionner, d'en donner le titre et la thématique, en fait, la question de recherche qui avait été traitée. Alors, les étudiants, effectivement, de notre université, ils ont été un peu briefés là-dessus, mais effectivement, ça peut être intéressant de le dire ici. Un CV pour postuler dans un master de psychologie, eh bien, doit faire état des compétences acquises en termes donc, de diplôme, de formation, hein, et tous les éléments qui permettent aux membres du jury de voir un peu quel a été le parcours. Alors, avoir fait un travail d'études, par exemple, et de recherche en 3e année, si dans votre université, on vous demande de le faire, en psychologie, je ne sais pas, psychodynamique, et qu'en fait, vous allez postuler ici chez nous dans le parcours de clinique du développement de l'enfant et de l'adolescent, voilà, pour donner un exemple, ce n'est pas rédhibitoire, hein. Mais voilà, ça peut être intéressant pour les membres du jury de voir un peu l'expertise que vous avez pu acquérir dans la pratique de recherche dans cet exercice du TER.
Faites attention également à pas, dans votre lettre de motivation, redécliner tout votre CV. En fait, on a le CV pareil d'un côté. Là, il faut vraiment cibler dans votre lettre de motivation projet. Enfin, vous avez compris, c'est une lettre qui a 3 éléments majeurs, hein, la motivation, le projet professionnel et le projet de formation. Voilà, faites attention à ne pas redire ce qu'on peut voir dans le CV, mais à argumenter du choix. Alors, Madame Brochot, oui, bien sûr. Alors, en fait, quand on évalue les différentes candidatures, clairement, on va avoir un lot d'étudiants qui ont fait un cursus classique. Voilà, ils ont fait une EL1, une EL2, une EL3 en psychologie et ils postulent à l'entrée du M1. Parfois, ils n'ont aucune expérience de stage. Voilà, ils ont fait un cursus universitaire classique. Donc, ces étudiants, tout le monde est classé ensemble. Mais voilà, il y a un premier type de candidature. D'autres types de candidatures, des étudiants qui n'ont pas été pris l'année d'avant, voire l'année encore d'avant, et qui ont fait d'autres choses. Voilà. Les notes qu'ils ont précédemment obtenues vont compter toujours un peu, d'accord? Mais effectivement, l'étudiant pourra potentiellement être interclassé, obtenir voilà, des points potentiellement, ça dépend comment les collègues procèdent, supplémentaires parce qu'il a fait une autre formation, parce qu'il y a eu une expérience professionnelle. Et donc, ces étudiants peuvent avoir du coup effectivement une chance les fois suivantes après ces 1 ou 2 années de complément de formation ou d'expérience de stage, ils peuvent avoir une chance de rentrer. Et de la même manière, des personnes qui ont fait depuis longtemps leur licence de psychologie et qui ont un autre travail, on a des profils par exemple de personnes qui reviennent, ils n'ont pas eu une entrée en master il y a plusieurs années, ils ont occupé des postes où ils ont été confrontés à des populations donc en difficulté et en rapport avec les problématiques abordées dans notre formation. Et donc, ils ont une expérience clinique avérée. Et donc, oui, les candidats FC sont regardés particulièrement voilà, pour en fait qu'ils ne soient pas pénalisés des éventuelles notes anciennes qui en plus n'ont pas beaucoup de sens par rapport à l'évaluation qu'on propose aujourd'hui à nos étudiants de L3. Donc, on tient compte de tous ces paramètres. Voilà. Il n'y a pas prioritaire le projet professionnel, mais il va compter évidemment pour ce type de candidature. J'espère que je réponds un peu à votre question, mais pour toutes les questions relatives à la formation continue, je vous invite vraiment à prendre contact avec les responsables de formation pour en savoir éventuellement un peu plus et également, encore une fois, avec le service de formation continue pour vous assurer que vous relevez bien de la formation continue et dans quel cadre vous pouvez vous inscrire. De toute façon, ce sera obligatoire pour une entrée en M1, vous devrez avoir pris contact. Alors, il y a toujours des réactions concernant la prise en compte des notes. Alors, nous avons bien conscience que toutes les universités n'ont pas le même système de notation. C'est le cas de la personne qui s'est exprimée, puisqu'elle est notée aussi avec des points négatifs. Mais il y a aussi des différences de niveau. Voilà. Il y a des universités qui pourraient peut-être un peu surnoter, d'autres qui pourraient être plus sévères que d'autres. Donc, on a conscience de ça. Maintenant, il faut que vous imaginiez que Madame Le Breton vous a indiqué que nous avions reçu à l'échelle de la mention plus de 5000 candidatures. Donc, il ne nous est pas possible de pouvoir auditionner des centaines et des centaines d'étudiants. Donc, il faut bien à un moment donné trouver une entrée de sélection. Et c'est vrai que cette entrée de sélection est la note, mais néanmoins, nous maintenons les auditions à l'Université de Caen, sachant que c'est une procédure qui est extrêmement coûteuse pour les enseignants-chercheurs, parce que justement, à l'audition, ça nous permet d'aller plus loin sur des dossiers qu'on a retenus, mais pour lesquels on n'est pas bien certain. Donc, voilà, mais la note, effectivement, reste une entrée. Si vous avez une meilleure solution, on la prend. Hein, mais... ouais. La note est une entrée, mais alors, la note que nous, on va attribuer à un dossier, parce qu'au final, on attribue une note à un dossier, elle prend en compte les notes en L1, les notes en L2, mais
voyez, avec un poids éventuellement un peu différent qui est donné à chaque année, les notes au semestre de L3. Des points peuvent être également accordés au regard du niveau des enseignements qui ont pu être suivis, de l'université d'origine, des conditions éventuellement d'obtention si on a connaissance un petit peu de ça. Vous voyez, on va moduler. Et puis, on va aussi prendre en compte est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres expériences professionnelles, vous voyez, et ce que j'évoquais tout à l'heure pour des candidats qui ont fait autre chose pendant 1 an, voire 2 ans, voire pendant 10 ans. Voilà, on donne des points et tout ça pour interclasser et donner la chance, effectivement, à certains étudiants. Mais encore une fois, vous comprenez bien que comment est-ce qu'on va alors expliquer à un étudiant qui a eu 16 en L1, 16 en L2, 16 à son premier semestre de licence 3, qu'en fait, on ne va pas l'auditionner parce qu'on va donner sa chance à quelqu'un qui a fait un stage, mais lui qui avait eu 12, je caricature volontairement, ça va dans les deux sens. On comprend parfaitement que le système peut paraître injuste, que des compétences académiques ne sont pas forcément le reflet de compétences cliniques, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut un minimum de compétences académiques pour pouvoir suivre la formation qui est proposée dans le master. Donc, Karine, si je peux me permettre ouais. juste aussi, les étudiants ne se rendent pas forcément compte aussi de la qualité de certains dossiers qu'on reçoit. C'est national. Nous, par exemple, pour le parcours neuropsychologie, on prend 20 étudiants. Quand on en reçoit 900, eh ben, les 20 premiers sont vraiment des étudiants excellents, en fait. Donc c'est vrai que c'est dur pour les étudiants qui académiquement sont un peu moins bons, mais les 20 premiers qu'on a choisis sont non seulement académiquement bons, mais quand on les a rencontrés, quand ils nous ont expliqué leur projet, quand ils nous ont expliqué leur expérience, eh ben, on a l'impression que ce sont des étudiants qui feraient ou feront de bons psychologues. Donc, c'est vrai que parfois, on aimerait en prendre plus, mais on est obligé de sélectionner les 20 meilleurs. Vous pouvez faire état de votre classement dans votre université. Alors, certains PV de notes le mentionnent, d'autres PV ne le mentionnent pas. Les universités sont autonomes, donc on n'a pas toujours cette information. Donc, vous pouvez mentionner dans votre lettre de motivation votre classement. Il est possible effectivement que dans le questionnaire qu'on vous demande, on vous demande de le mentionner si vous le connaissez. Ça ne peut pas être le seul critère pris en compte parce que, comme vient de le dire Madame Rossi, dans certaines universités, philosophiquement, d'une certaine manière, où les enseignants refusent qu'apparaissent ces classements. Voilà. Alors, il est déjà presque 19h30, donc s'il n'y a pas d'autres questions, ou en tout cas très différentes de tout ce qu'on a déjà abordé, je propose qu'on arrête. Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour plus d'informations. Donc, vous pouvez contacter les responsables de formation. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de l'UFR de psychologie. Vous pouvez me contacter également pour notamment, éventuellement tout ce qui concerne l'AFC, je pourrais individuellement vous donner un peu d'informations plus précises. Et puis, vous avez éventuellement, pour ceux que ça intéresse, alors rarement, quand on habite à Marseille, on va venir exactement ce jour-là pour ça, mais le 4 février, il y a la journée porte ouverte à l'Université de Caen. Et donc, pour certains enseignants seront présents, mais le propos, c'est que les personnes qui viennent et veulent avoir des informations sur le master, eh bien, rencontreront surtout les étudiants actuellement dans nos formations. Voilà, l'idée, c'est d'un échange plutôt sous la responsabilité de nos étudiants qui pourront mieux expliciter les conditions d'études et éventuellement comment s'organise la formation, ce qu'ils en pensent, comment ils le vivent, etc. Donc voilà, pour avoir des informations sur les conditions d'études dans notre master, je vous invite à venir rencontrer les étudiants donc le samedi 4 février de 10h à 12h à l'Université de Caen. Voilà, donc je vous propose d'arrêter là. Merci les collègues présents
Merci à toi, Karine. Pour la gestion c'est compliqué hein, quand même le chat avec autant de monde, mais voilà. Et puis bonne continuation et bonne chance à vous tous pour vos candidatures. Au revoir. Merci Karine, c'était très clair, je trouve. Et je pense que nous ne sommes pas de trop Oui, à venir te seconder. Voilà, il faudra qu'on repense à ça. Merci, Sandrine. À bientôt, Karine. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.